Bonjour à tous. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Isabelle Kahn, que nous connaissons bien au musée, parce qu'elle a été la commissaire de l'exposition Martial Proust du côté de la mer, que j'espère vous aurez tous vu, et qui est un des grands succès dans l'histoire du musée. Et elle est aussi, et ça n'est pas la moindre des responsabilités, membre de notre conseil scientifique. Alors par ailleurs, si vous ne la connaissez pas, quelques mots sur Isabelle. Elle est conservatrice honoraire des peintures au musée d'Orsay. Elle a assuré très nombreux commissariats d'exposition, mais on se souvient en particulier de Bonnard et le Japon, pardon, je reprends mes antisèches. Enfin, on s'en souvient, non. Elle va ouvrir plutôt Bonnard et le Japon à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence cet été, Isabelle, hein, c'est ça ? Et puis on se souvient de Bonnard et les couleurs de la lumière au musée de Grenoble en 2021. Et plus près de nous à Paris, Phénix Fénéon et les arts lointains au musée du Quai Branly et à l'Orangerie, hein, c'est ça ? Et puis Pierre Bonnard et l'éternel été à Tokyo. Elle a aussi été commissaire de l'exposition Van Gogh-Artaud, le suicidé de la société au musée d'Orsay en 2014, qui avait vraiment été un grand événement. Elle a dirigé de nombreux catalogues d'expositions lorsqu'elle était conservatrice au musée d'Orsay. Et comme je le disais, elle représente le ministère de la Culture au conseil scientifique, au très sérieux conseil scientifique de notre musée. Alors avant de lui laisser la parole, je voudrais juste redire un mot sur le sujet de sa conférence, puisqu'elle va évoquer le portrait de Madame Jean Bloch et ses enfants de Vuillard, qui est une acquisition récente du musée, que nous avons pu acheter en vente publique à Londres chez Christie's, et que nous avons pu acheter précisément parce qu'Isabelle nous l'a signalé. Donc elle a eu un rôle tout à fait essentiel dans l'acquisition de cette œuvre. Et elle nous l'a signalé parce qu'en fait, nous étions à la recherche de cette œuvre depuis longtemps. C'est une œuvre, elle va y revenir, qui a fait l'objet de 2 grandes esquisses au format de l'œuvre définitive. L'œuvre définitive est toujours dans la famille, ça je pense qu'Isabelle le redira. La famille ne souhaitait pas s'en séparer alors que nous aurions aimé l'acquérir. C'était déjà un souhait de Laurence Sigal il y a très longtemps, hein, et c'est un dossier que personnellement j'ai trouvé en arrivant ici. C'est évidemment une œuvre qui est tout à fait emblématique de ce qu'a été l'intégration, j'ai envie de dire presque poussée jusqu'à l'assimilation où la judéité disparaît, de ces grandes familles israélites originaires d'Alsace, de la grande bourgeoisie israélite originaire d'Alsace dans la France de l'entre-deux-guerres. Et c'est évidemment une œuvre très intéressante parce qu'elle montre qu'en dépit de cette assimilation, ces familles vont être touchées par le statut des Juifs et la Shoah. Et donc, c'est une œuvre qui dit énormément de choses et qui nous permet de commencer à compléter le parcours permanent du musée sur cette question où elle n'était pratiquement pas abordée. Et j'ai envie de dire que l'œuvre en elle-même dit presque tout de la question et entre guillemets, comme nous disons, elle tient le mur. Alors c'est une œuvre que nous avons acquis grâce à une souscription, et à cet égard je voudrais vraiment remercier l'ensemble des 79 souscripteurs, et tout particulièrement le Fonds Léopold Meyer, la Fondation Feldstein sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, et un certain nombre de donateurs qui, j'espère que je n'en oublie aucun, sont là aujourd'hui: Rebecca Grassano, Christiane Prandy, Martiane de Bieuvre, Arlette Levitanus et Nicole Cohen-Haddad. Vraiment que je remercie du fond du cœur parce que c'est grâce à l'ensemble des donateurs et à ceux-ci en particulier que nous pouvons enrichir les collections. Nous avons régulièrement des souscriptions pour acquérir des œuvres. Les réponses sont vraiment très, très immédiates, très enthousiastes, et c'est très important pour l'enrichissement de la collection. Donc merci à tous, et je laisse la parole à Isabelle. Merci beaucoup, Paul, pour cette présentation. Bonjour à tous et merci également d'être venus ici dans l'auditorium alors qu'il fait très beau dehors. Donc j'espère que vous allez bien et que voilà, cette conférence va nous permettre d'avancer dans la connaissance de ce tableau de Vuillard, acheté donc récemment par le Musée d'art et d'histoire du judaïsme.
Mais pour commencer cette conférence, j'ai envie de vous parler de Vuillard et de son cheminement depuis ses débuts en tant que peintre d'avant-garde. Il a appartenu à un groupe qui s'appelle les Nabis, donc on va revenir un petit peu sur ce groupe, et son cheminement vers une carrière beaucoup plus officielle de portraitiste d'une certaine bourgeoisie parisienne. Et c'est précisément à cette période de sa carrière qu'appartient le tableau donc acheté par le mage représentant Madame Bloch et ses enfants. Donc Édouard Vuillard est né le 12 novembre 1868 à Cuiseaux dans la Seine-et-Loire. Il mourra à La Baule le 21 juin 1940 après la débâcle. En fait, il était sur la route pour quitter Paris et aller se réfugier à La Baule. Il appartient à une famille de la petite bourgeoisie de province installée à Paris à la fin des années 1870. Son père était percepteur des contributions, donc on passe tout de suite à cet autoportrait de jeunesse. Et sa mère était sans profession, comme beaucoup de femmes à cette époque. Dans sa jeunesse, Vuillard fréquente le lycée Fontane, qui va devenir un petit peu plus tard le lycée Condorcet, qui était le lycée de la bourgeoisie parisienne éclairée. Et c'est là qu'il va rencontrer quelques-uns de ses amis qui ont beaucoup compté aussi dans sa carrière. Je cite Maurice Denis, Pierre-Xavier Roussel, qui va devenir son beau-frère, et Paul Sérusier. Donc Vuillard suit une formation artistique à l'atelier Julian, et après il fait un parcours beaucoup plus classique. Après 3 échecs d'entrée à l'école, des 3 tentatives d'entrée infructueuses d'entrée à l'école des Beaux-Arts, il finit par rejoindre quand même cet établissement prestigieux en 1887. 2 ans plus tard, Maurice Denis lui propose de venir rejoindre le groupe des Nabis. Donc le mot Nabi vient de l'hébreu Nevi'im, qui signifie prophète, parce que ces jeunes artistes, ils sont très jeunes, ils ont 19-20 ans, prétendent être les prophètes d'un art nouveau. Donc cet art nouveau qu'on peut voir ici, qu'on a sous les yeux, avec cet autoportrait extrêmement synthétique de Vuillard jeune, où vous voyez qu'il va traiter son visage sous forme de surface colorée, avec des couleurs assez franches. Il avait une barbe rousse, vous voyez ici la barbe rousse est devenue orangée. Et puis ce découpage des ombres, enfin il y a quelque chose d'extrêmement simple dans cette formulation des formes et de la réalité, et en même temps d'extrêmement vibrant dans les fonds avec ces petites touches de couleurs donc, qui entourent ce portrait. Donc Vuillard est d'abord un petit peu réticent à cette idée de traiter d'une manière aussi synthétique la réalité. Pour lui, au début, quand il était jeune artiste, avec cette formation assez classique, il cherchait surtout à reproduire la réalité. Mais très vite, donc, il va prendre ce tournant et pendant 10 ans, se retrouver donc un des membres les plus actifs de ce groupe des Nabis. Donc après le décès de son mari survenu en 1887 et devant subvenir aux besoins de sa famille, Madame Vuillard, la mère d'Édouard, installe dans son appartement de la place Vintimille un atelier de couture où elle fabrique aussi des corsets. Pendant les années 1890, Vuillard, qui vit avec sa mère, sa sœur Marie et sa grand-mère, s'inspire du foisonnement des tissus chamarrés et de l'atmosphère féminine qui règne dans cet atelier de couture pour peindre des scènes intimistes qui ressemblent à un petit théâtre familial. Donc on reconnaît ici sa sœur Marie au premier plan, qui s'avance vers le peintre et donc vers le spectateur aujourd'hui. Leur mère qui est penchée sur un tas de tissus posé sur un fauteuil. Au fond, vous voyez une employée. Et dans ce tableau aussi, ce qui est remarquable, c'est que, comme vous le remarquez aussi vous-même, c'est que le décor joue un rôle très important. Il est très présent, il est constitué de toutes ces petites touches de couleurs assez vibrantes. Et également, les éléments sont signifiés sous la forme de panneaux très aplatis qui sont comme incrustés les uns dans les autres. Donc ce qui est remarquable est l'attention portée par le peintre à tout ce mobilier, l'énorme lit rouge que vous voyez avec un dessus de lit rouge que vous voyez à droite de la composition, le paravent jaune
Et puis ces fauteuils crapauds, fauteuils un peu bourgeois, mais recouverts de tissu chamarré, voilà, qui vont encore chercher la composition et cet ensemble décoratif jusqu'à saturation. Le tout complété évidemment par aussi une saturation chromatique au sol avec ce tapis oriental très chamarré. En 1893, donc Marie, la sœur de Vuillard, va épouser Pierre Xavier Roussel, donc l'ami du lycée Fontane de son frère. Et ce tableau représente ici le prétendant, c'est-à-dire Pierre Xavier Roussel, qui était très grand. Vous voyez sa haute silhouette qui apparaît entre deux écrans aplatis. Ça, c'était aussi une des caractéristiques de la peinture Nabi. C'est une forme de négation de l'espace dans ces trois dimensions. Donc il y a une forme de précipité entre les plans et sa silhouette se glisse un petit peu comme un fantôme entre des plans très plats, donc une porte, un mur recouvert d'un papier peint surchargé. Donc il y a quelque chose de théâtral et presque de personnage en lévitation. Donc il s'agit probablement de sa déclaration, il vient demander la main de Marie. Donc, à cette époque, vous voyez le style de Vuillard complètement Nabi. C'est l'époque où il fréquente aussi le peintre suisse dont vous avez sûrement entendu parler, Félix Vallotton, et également Paul Sérusier, Paul Ronson. Ces artistes, les Nabis, donc, sont soutenus par trois frères absolument géniaux, d'origine juive polonaise, installés à Paris, Alexandre, Thaddée et Alfred Nathanson, dont l'histoire et l'engagement politique aussi mériteraient bien une exposition. C'était un petit appel personnel. Donc Vuillard devient l'ami de ce cercle d'artistes, d'écrivains et d'intellectuels très proches de la Revue Blanche, une revue d'avant-garde créée par les frères Nathanson. Et vous voyez ici un portrait de son rédacteur en chef, mon cher Félix Fénéon, assis, penché sur ses multiples dossiers, en train de mener à tambour battant cette revue qui aborde à peu près tous les sujets et qui devient, mais pour un très petit nombre de personnes, aujourd'hui ça nous paraît une revue très importante, mais elle touchait assez peu de monde, mais qui a par sa qualité traversé l'histoire. Donc on le voit ici, on voit Fénéon ici, portraituré par Vuillard, assis dans les bureaux de la Revue Blanche, qui était située 1 rue Laffitte, dans le quartier des banques et des galeries d'art. Donc, dans le groupe, Vuillard fréquente plus particulièrement Thaddée Nathanson et sa femme Missia, à qui le musée d'Orsay, d'ailleurs, avait consacré une exposition. Missia, c'est une personnalité du monde artistique de cette époque. C'était surtout une très grande musicienne qui avait été formée par Gabriel Fauré. Et elle devient la muse et la mécène du groupe des Nabis, Bonnard, Vuillard. Et Vuillard était secrètement amoureux d'elle, donc il vient très souvent voir le couple des Nathanson, aussi bien à Paris, dans leur appartement de la rue Saint-Florentin, que dans la maison de campagne, la première située à Valvins, donc tout près de la maison de Mallarmé, et puis aussi, un peu plus tard, à Villeneuve-sur-Yonne, voilà, où les Nathanson reçoivent leurs amis. Et c'est dans cette maison de campagne que Vuillard fait ce portrait de son ami Thaddée. Et Thaddée, à cette époque, s'émerveille absolument du talent de Vuillard, portraitiste, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui. Et il écrit à Félix Vallotton le 28 juillet 1897, donc au moment où ce portrait est réalisé, « Vuillard portraitise à plaisir, et sans doute vous ravirez par cette passion nouvelle à laquelle il s'adonne en toute naïveté. C'est un domaine où sans doute il fera de belles choses, et en fait déjà. » Vous voyez ici un autre portrait de Thaddée Nathanson, réalisé une dizaine d'années après celui que vous venez de voir, avec une technique particulière qui est une technique de détrempe que Vuillard avait expérimentée pendant l'année où il a été une année où il a collaboré avec le théâtre de l'œuvre de son ami Lugnépo, qui était aussi un théâtre d'avant-garde,
qui donnait beaucoup de pièces du répertoire symboliste scandinave. Donc il s'agit d'une technique très intéressante où les pigments étaient broyés à la main et puis fixés directement sur la toile par de la colle légèrement chauffée, ce qui permettait de garder toute la spontanéité du geste. Et parce que le temps de séchage était très rapide, contrairement à la technique de la peinture à l'huile. Et cette peinture à la détrempe a un aspect mat. Donc ce grand portrait est absolument saisissant aussi par cette qualité de peinture. Ça ressemble un petit peu à de la fresque. Et ici, comme vous pouvez le voir, le décor de la pièce est très simplifié. On voit un grand fauteuil donc posé en angle, et également la présence des éléments est calculée pour annoncer le statut de la personne qui est portraiturée. Donc ici, il y a une bibliothèque, des livres, vous voyez également des tableaux au mur, et puis il y a ce miroir qui est un clin d'œil à Velázquez et à ses Ménines, où vous pouvez voir Vuillard lui-même en train de peindre son modèle, dans le carré au centre de la composition. Et à droite, presque invisible, la longue silhouette de Pierre-Xavier Roussel, donc le beau-frère de Vuillard, qui est présent ici, mais un petit peu effacé, coupé par le cadre. Donc nous sommes ici après 1900, à une époque où Vuillard s'oriente de plus en plus à la réalisation de portraits dans des intérieurs. Ce changement se produit après sa rencontre avec celui qui deviendra son marchand exclusif, Jos Hessel. Donc Jos était un cousin de Jos et Gaston Bernheim, des marchands d'art très puissants et réputés qui dirigeaient la galerie d'art contemporain Bernheim Jeune. C'est dans cette galerie que Jos Hessel a commencé à travailler avant de devenir expert en tableau auprès de la Cour d'appel de Paris. Donc vous le voyez ici dans une attitude assez familière. Il est assis à sa table de salle à manger après le dîner. Il a un gros cigare dans la bouche et derrière lui se trouve un tableau un peu esquissé, mais on a reconnu un tableau de Cézanne qui a eu une certaine importance dans la vie de Jos Hessel, puisqu'au moment où il va le revendre, en 1917, il va pouvoir acheter une somptueuse villa à Vaucresson qu'il baptise le Clos Cézanne. Donc Jos ici n'a pas un air spécialement très engageant. On voit aussi que Vuillard n'a pas hésité à lui faire les joues couperosées qu'il avait. C'était un bon vivant qui aimait bien le théâtre, le boulevard. Et au fond, Vuillard ne l'épargne pas dans ce portrait. À droite, vous voyez le portrait de Lucie Hessel, son épouse, en visite dans l'atelier de Vuillard. Elle apparaît comme une toute petite silhouette noire un peu recroquevillée dans son fauteuil. Et elle est entourée de tableaux qui font des taches de couleur tout autour d'elle. Il s'agit de toiles épinglées, accrochées comme ça dans l'atelier de Vuillard, où vous constatez aussi un certain désordre sur le meuble à plan avec tous ces papiers qui débordent de partout. Et ce qui est remarquable aussi dans cette composition, c'est ce premier plan complètement vide, occupé par une zone assez abstraite, où la lumière pénètre sur un sol gris. Donc célibataire endurci, Vuillard entretiendra une liaison jusqu'à la fin de sa vie avec Lucie Hessel, née Lucie Reiss. Jos Hessel, lui, ne voyait aucun inconvénient à cette liaison. Et Lucie restera longtemps le modèle favori de Vuillard et son amie la plus intime jusqu'à la fin de sa vie. Le couple Hessel fréquentait le même cercle d'amis que Vuillard, qui étaient aussi des collaborateurs de la Revue Blanche, comme le romancier et auteur dramatique Tristan Bernard, l'écrivain Romain Collus, de son vrai nom René Max Weil, que vous voyez donc dans ce portrait de Vuillard. Et les Hessel donc donnaient de grandes réceptions qui réunissaient des personnalités du monde des arts, des lettres et de la politique. Parmi celles-ci, beaucoup d'intellectuels, d'artistes et d'entrepreneurs juifs. On y rencontrait aussi Léon Blum et son frère cadet René, Suzanne et Marcel Aron, les cousines de Lucie Hessel. Marcel Aron était la seconde épouse de Tristan Bernard. Toute cette petite société, qui se retrouvait l'été sur la côte normande, a probablement inspiré en partie à Marcel Proust les soirées de Madame Verdurin dans sa villa de la Raspelière, près de Balbec. Les portraits peints par Vuillard tout au long de sa vie nous permettent d'évoquer ses sociabilités avec ses amis juifs très nombreux, collectionneurs, mécènes et marchands.
Alors que dans sa jeunesse, la majorité d'entre eux étaient des intellectuels appartenant à des cercles de la gauche sociale affiliés à la Ligue des droits de l'homme, Vuillard devient, après 1900, le peintre d'une grande bourgeoisie fortunée. Bien que lui-même ne change pas son genre de vie, il habite toujours avec sa mère dans le 9e arrondissement de Paris, mais il fréquente des personnalités venues de sphères sociales très différentes de son milieu d'origine et travaille grâce à ses mécènes. Vous voyez ici les deux frères Bernheim, célèbres et riches marchands de tableaux, nous l'avons déjà dit, qui avaient épousé les deux sœurs Adler. Les deux couples posent ici dans leur salon-galerie de leur appartement de la rue Henri-Martin, où les toiles sont présentées dans des bordures dorées accrochées à touche-touche jusqu'au plafond. L'atmosphère feutrée de cet intérieur, agrémenté de tentures et de tapis, qui crée ici des taches claires et très colorées, exprime toute l'élégance et le raffinement de cette famille. Et dans cette pièce imposante, vous voyez que les personnages apparaissent tout petits. Donc ce qui compte dans ce tableau, c'est surtout ce décor qui se déploie et qui donne aussi la mesure de cette pièce immense. C'était une pièce galerie, donc une pièce pour accrocher des œuvres et aussi une pièce de réception. Grâce aux sociabilités de Josse et Lucie Hessel, la réputation de portraitiste de Vuillard s'étend et ses portraits plutôt classiques, maintenant, lui assurent un grand succès auprès de ses commanditaires, surtout après la Première Guerre mondiale. Ici, le portrait du banquier David Veil, exécuté en 1925, montre le plus grand collectionneur de tableaux de l'époque au milieu de ses œuvres. Et donc, il s'agit d'un personnage important du monde de l'art qui était membre de l'Institut et président du Conseil artistique des musées nationaux qui supervisait les acquisitions des musées. Vous le voyez ici debout dans le salon de son appartement de Neuilly, entouré de ses tableaux présentés comme dans des cadres dorés. Il se tient un peu figé au milieu des meubles précieux, dont un grand médaillé laqué de rouge et de noir que vous voyez au fond. Voici un nouveau portrait de collectionneur important, Marcel Capferrer, qui pose dans l'atelier de Vuillard. Pas question ici de toiles, de Chardin, de Boucher, de David, comme vous l'avez vu accroché dans le tableau, le portrait de David Veil, mais plutôt des toiles inachevées de Bonnard punaisées directement sur les murs. Et puis derrière Capferrer, Marcel Capferrer, vous voyez un paravent qui a été exécuté par Bonnard. Il s'agit d'un paravent en lithographie réalisé d'après une peinture. Marcel Capferrer, donc lui aussi, a une pose quand même un petit peu raide. Il est assis dans ce fauteuil. Enfin, on sent que ce portrait est important, alors que le décor montre au contraire l'atmosphère de l'atelier de Vuillard. Donc Marcel Capferrer avait bâti sa fortune sur le pétrole et il commande à Vuillard plusieurs portraits de sa famille. Vuillard exécute aussi un portrait de son frère, Henri Capferrer, qui est plus connu peut-être parce qu'il était ingénieur et pionnier de l'aéronautique. Les Capferrer appartenaient à une famille d'industriels juifs assimilés depuis plusieurs générations qui jouèrent un rôle important dans la transformation de la société française et dans le domaine culturel sous la Troisième République. Pendant cette période qui précède l'exécution du portrait de Madame Bloch et ses enfants, Vuillard met au point une méthode de travail pour ses portraits dans un intérieur, consistant à dessiner chaque objet, chaque motif séparément, ainsi que ses modèles, avant de les mettre ensemble, en place, dans une première ébauche, suivie souvent d'autres versions jusqu'au tableau final. C'est également à cette époque que son style évolue par certains aspects vers un réalisme photographique, même si Vuillard s'intéresse beaucoup aux effets décoratifs des matières et des objets qui entourent ces modèles. Cette tension entre le précis et l'imprécis, le dessin et les harmonies de couleurs plaisent à ses nombreux commanditaires. En 1926-27, Vuillard exécute un portrait représentant Madame Wormser et ses enfants. Olga Boris était l'épouse du banquier français Henri Wormser. Elle figure ici à gauche de la composition, placée un peu à l'écart de ses 4 enfants, qui sont représentés dans la partie droite.
Nous trouvons dans ce portrait de famille pas mal de points communs avec celui de Madame Bloch et de ses enfants, dont il est presque contemporain. On remarque d'abord l'absence du père de famille, qui était aussi le commanditaire du tableau, l'importance du décor pour marquer le statut social de la famille, présenté dans la pièce de réception, le salon, et puis aussi une certaine rigidité dans la pose des personnages. Vuillard, comme l'évoque André Chastel, était toujours heureux de découvrir de nouvelles harmonies picturales dans les choses qui entouraient ses modèles, surtout lorsque ceux-ci l'inspiraient peu. Alors, contrairement à Proust, qui à la même époque emprunte des traits physiques et de caractère à plusieurs personnalités réelles pour créer ses personnages de fiction, Vuillard, lui, doit se contenter de la réalité, que celle-ci l'inspire ou non. D'où ses multiples difficultés parfois à achever ses tableaux, comme ce fut le cas pour le portrait de Madame Bloch et de ses enfants, dont l'élaboration a duré de 1927 à 1930. Donc, comme le rappelait Paul, il y a tout juste un an, le 3 mars 1923, le Mage a acheté aux enchères à Londres ce tableau représentant Madame Jean Bloch et ses enfants, qui est autant un portrait de famille que celui d'une bourgeoisie israélite assimilée, cultivée et fortunée, comme nous venons de le voir avec d'autres exemples. Il s'agit d'une esquisse très poussée, peinte en 1927, dont la taille est presque identique aux deux versions de la composition finale qui suivirent donc cette première pensée pour ce portrait. Alors l'histoire de cette acquisition est quand même un peu rocambolesque. Je la rappelle rapidement. Donc le tableau est passé une première fois en vente le 29 juin 1922 chez Christie's à Londres. Et là, il n'a pas trouvé d'acquéreur. 2022. Oui, 22, pardon, j'ai dit. 1922. Ah oui, ça m'arrive très souvent. C'est le musée d'Orsay. Et donc, c'est un petit peu plus tard, l'année suivante, en 2023, qu'il repasse en vente chez Christie's, et justement sous l'impulsion de Paul Salmona, donc le directeur du Mage, et grâce à l'action de Pascal Samuel, qui est conservatrice ici dans ce musée, le tableau a pu être acheté à cette vente qui s'est également déroulée à Londres. Donc pour cette acquisition exceptionnelle, le musée a bénéficié de nombreux soutiens, évidemment d'une souscription, mais aussi d'un soutien important d'un donateur privé et sollicité le Fonds régional d'acquisition des musées d'Île-de-France. Vous l'avez rappelé, Paul. Donc ce tableau est une commande de Jean-André Bloch qui le destinait à décorer son bureau de l'avenue Montaigne à Paris. La scène représente son épouse, Gilberte Bloch, née Liévert, en compagnie de leurs 3 enfants et de leurs nurses. Le groupe pose dans le salon de l'appartement familial situé 12 bis avenue Bosquet dans le 7e arrondissement de Paris. Alors que la plupart des commanditaires de Vuillard vivaient sur la rive droite de la Seine dans le 8e ou dans le 16e arrondissement, les Bloch n'ont jamais quitté le 7e arrondissement de la capitale. Jean Bloch et son épouse Gilberte sont issus de vieilles familles de la grande bourgeoisie juive française, cultivées et parfaitement intégrées dans la société de leur temps. Jean Bloch était né à Paris le 16 mars 1884. Il est désigné sur les actes d'état civil comme propriétaire constructeur, mais il est surtout un grand amateur d'art, comme l'évoque sa fille Claude Bloch d'Alsace. Donc je la citer assez souvent, Claude Bloch d'Alsace, parce qu'elle est très intéressante. Elle a écrit ses mémoires et elle a aussi répondu à une interview qui est absolument passionnante. Donc elle écrit « Mon père s'est occupé d'art toute sa vie. Il aurait voulu être architecte. Comme il avait compris que pour cela il fallait être ingénieur, il se présente au concours de l'école centrale, mais il tombe malade le jour du concours, juste avant la guerre de 1914. Il est alors obligé, pour gagner sa vie, de reprendre la profession de son père, qui était dans les affaires. En réalité, Jean Bloch travaille pour 2 architectes renommés. Il conçoit des plans et dessine des façades d'immeubles qui sont signés par ses employeurs. Il est également lié à Jacques-Émile Ruhlmann, un créateur très connu, réputé pour son mobilier et ses objets de style art déco,
avec lequel il conçoit des pièces uniques aux formes dépouillées. Donc, vous voyez, à sa façon, il est aussi designer. En 1935, Jean Bloch s'intéresse au logement social, préconisant l'utilisation de la brique pour les façades et non du béton, dont il trouvait la couleur triste. Il fut également, après la Première Guerre mondiale, à l'origine de la création d'une école d'art décoratif pour les jeunes filles des veuves de guerre. Mais Jean Bloch, comme nous venons de le dire, est surtout un collectionneur passionné. Il commence par acheter des gravures anglaises chez des bouquinistes sur les quais, et sa quête au trésor progresse grâce à tous les livres d'art et de décoration qu'il lit et qui vont former son goût. Il se spécialise alors dans l'art du XVIIe siècle et, à l'instar de nombreux collectionneurs jusqu'aux années 1920, il s'intéresse tout particulièrement à l'époque Louis XIV, faisant parfois venir des pièces d'Angleterre et d'Espagne. Il devient membre des conseils d'administration de l'Union centrale des arts décoratifs et de la Société des Amis de Sèvres. Jean Bloch prend également part à l'organisation de la grande exposition sur la faïence française de 1525 à 1820, qui se tient au Musée des Arts Décoratifs en 1932. Avec le docteur Chompret, président de la Société des Amis de Sèvres, Charles Guérin, directeur du Musée des Arts Décoratifs, et Paul Alfassa, qui est conservateur dans ce même musée jusqu'en 1941, il dirige la publication d'un ouvrage encyclopédique, le répertoire de la faïence française. Donc ce répertoire est publié en 1930, concerne la période 1933-35. Non, est publié en 1933-35 et Jean Bloch va surtout fournir une aide financière très importante pour cette publication et lui, naturellement, il exerce toutes ses fonctions de manière bénévole. Alors, je vais vous montrer maintenant quelques pièces de sa collection. Là, vous voyez donc une console d'époque Régence. Donc, il collectionnait principalement des meubles, de l'argenterie, de la vaisselle, des porcelaines. Et aussi, une petite anecdote, en tant que spécialiste du XVIIe siècle, il est sollicité en 1937 par la Comédie Française pour créer des décors pour le Malade imaginaire de Molière qui est monté à cette occasion. Donc, les œuvres qu'il possédait sont en partie connues grâce à un catalogue de sa vente qui a eu lieu beaucoup plus... Enfin, une vente posthume, on va en reparler aussi, qui s'est tenue le 13 janvier 1961. Donc, vous voyez ici quelques exemples de porcelaine. Et son nom est resté une référence dans l'historique des pièces exceptionnelles, comme cette théière rare que vous voyez à gauche. Alors, je suis désolée, j'ai juste trouvé une photo complètement tronquée, mais on devine bien cette théière qui est une céramique de Rouen, mais dont la forme est vraiment très particulière. Donc, c'est une des pièces de sa collection. Et cette théière est aujourd'hui conservée au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Donc, Jean Bloch est également un philanthrope qui fait des dons d'argent et d'œuvres d'art au Musée du Louvre en toute discrétion. Son parcours évoque celui d'autres érudits, collectionneurs, mécènes et hommes d'affaires qui appartenaient à une autre génération, comme Charles Frussy, le modèle de Swann dans La recherche du temps perdu, issu d'une famille de banquiers juifs d'Odessa, ou encore Eugène Pereire, issu de la haute société juive et administrateur de plusieurs sociétés, sans parler d'Isaac de Camondo, auquel le mage a consacré une exposition, banquier, musicien, mécène et collectionneur, ou encore des Rothschild. Entre 1800 et 1940, la pratique de la collection artistique privée est une manifestation sociale et culturelle importante au sein des classes aisées en Europe et en Amérique. En France, ce phénomène est considéré comme l'un des plus notoires de la modernité, en lien avec un marché de l'art en plein essor. La collection d'art apparaît comme un symbole de culture, de prospérité, de richesse et de pouvoir. Mais revenons à Jean Bloch, qui, bien qu'absent du tableau de Vuillard, n'en a pas moins dirigé son exécution, comme le mentionne le peintre lui-même dans son journal à la date du 20 janvier 1927, qui marque vraiment le coup d'envoi de la réalisation de ce tableau. Donc Vuillard, rentré après ce rendez-vous, note dans son journal qu'il doit suivre son idée en parlant de Jean Bloch. Donc c'est vraiment le commanditaire qui est aux manettes pour définir un petit peu ce qu'il attend de ce portrait de sa famille.
Le 5 mai 1927, Vuillard se rend à son bureau pour voir le lieu auquel le tableau est destiné, puis il se rend dans l'appartement de la famille, avenue Bosquet. Les relations entre Vuillard et Jean Bloch remontent au milieu des années 1920. Il semble que Vuillard ait fait la connaissance de son commanditaire par l'intermédiaire de Jean Laroche, une personnalité des nuits parisiennes, collectionneur, mécène également de Vuillard et auteur d'un livre de recettes de cuisine. Alors, on trouve la première mention des Bloch dans le journal de Vuillard en octobre 1926, lorsque le couple vient dîner chez le peintre rue de Calais en compagnie de Laroche et d'autres amis. Après la commande du tableau, de ce tableau, les relations entre Vuillard et ses mécènes deviennent plus étroites, et surtout au fil des séances de travail dans les mois qui suivirent. Ils se voient tous régulièrement à l'occasion de déjeuner et de dîner avenue Bosquet ou chez Vuillard, qui passe parfois le dimanche avec eux. Vuillard leur rend également visite l'été à Bénerville-sur-Mer, près de Deauville. Nous ne savons pas qui a choisi la pose des différents protagonistes du portrait. Est-ce Jean Bloch? Est-ce Madame Bloch? Est-ce peut-être aussi Vuillard qui a donné des conseils? On n'en sait rien du tout. Mais il s'agit quand même, comme on peut le remarquer, d'attitudes assez convenues et théâtralisées, malgré le caractère intime du sujet. La mère des enfants, Gilberte Bloch, est assise dans un fauteuil de style Louis XIV. Elle est vêtue d'une robe d'été sans manches, en mousseline transparente, avec des liserés dorés, d'une forme assez ample, de style Charleston, qui était en vogue dans les années folles. Gilberte Bloch a probablement choisi sa robe avec soin parmi ses tenues de soirée, comme l'évoque sa fille. La mode était au crêpe marocain, une soie lourde et mate qui convenait au style fluide inauguré après la guerre, il s'agit de la Première Guerre mondiale, et peu éloigné finalement de celui de l'époque des garçonnes, cheveux courts, seins cachés et taille basse. Gilberte Lévert était née le 4 mai 1893. Elle avait fait des études de médecine avant de se marier. Elle mourra à Paris en décembre 1962 à l'âge de 69 ans. Ah oui, je voulais vous montrer cette photo qui est publiée justement dans le livre de souvenirs de Claude Bloch. Là, on la voit peut-être un petit peu mieux, on se rend mieux compte de son visage. Donc, 3 des 4 enfants du couple sont présents dans cette version du tableau. Il s'agit donc à droite, près de Gilbert Bloch, de Gisèle, sa fille aînée, qui était née le 21 avril 1920. Elle a 7 ans lorsqu'elle commence à poser pour Vuillard. Elle est ici assise avec une poupée en porcelaine dans les bras et regarde un album illustré tenu par sa mère. Elle est vêtue, comme sa petite sœur, d'une robe blanche, peut-être en broderie anglaise, comme c'était la mode à l'époque. Gisèle mourra le 7 décembre 2014 à l'âge de 94 ans. Le petit garçon que vous voyez debout entre ses 2 sœurs s'appelle Thierry. Il est né à Paris le 4 juillet 1921. Il est âgé ici de 6 ans. Il porte un costume marin caractéristique des enfants modèles de l'époque, une mode venue de l'aristocratie anglaise. Thierry fera des études d'ingénieur pendant la guerre, après que le numerus clausus l'ait empêché d'entrer à Polytechnique. Il rejoint le général de Gaulle en Afrique du Nord et fera la campagne d'Italie. Il mourra en août 1994 à l'âge de 73 ans. Placée en face de Gilberte Bloch se tient la nourrice des enfants. Alors on ne la voit pas beaucoup, elle a une position un petit peu discrète, mais vous la voyez quand même tout à gauche. Donc cette nourrice s'appelait Francine Dame et elle apparaîtra toujours de manière esquissée dans toutes les versions. Mais c'est cependant un personnage qui a joué un rôle important auprès de la famille, où elle est restée pendant près de 45 ans. Elle était arrivée chez les Bloch au moment de la naissance de leur 3e enfant, Claude, qu'il avait surnommé Douce Nounou. Donc Francine Dame, qui s'était trouvée veuve très jeune, avait dû quitter sa ferme de la Nièvre, et les Bloch se sont occupés de l'éducation de son fils, qu'il recevait tous les week-ends chez eux. Et donc cette nourrice a joué un rôle important non seulement auprès des enfants de la famille, mais également auprès de Gilberte, restée seule donc, pendant la guerre. Et Francine Dame considérait les Bloch comme sa famille à elle, et elle mourra d'ailleurs à leur domicile. Donc Claude Bloch, ici le 3e enfant,
la petite fille assise près de la nourrice, était née à Paris le 13 décembre 1924. Elle est âgée ici de 2 ans et demi, 3 ans. Elle a raconté dans ses souvenirs combien elle se sentait proche de sa nourrice, plus peut-être que de sa mère. Vuillard tient compte de cette proximité en la faisant poser justement à côté de Douce Nounou. Après une enfance heureuse, Claude est rentrée adolescente dans la résistance FFI. Elle se fiance à cette époque pendant la guerre, donc avec Bernard d'Alsace, un combattant de la résistance, et mourra à Paris le 20 juillet 2016 à l'âge de 91 ans. Alors, Claude, comme je vous le disais, c'est un personnage capital de la famille, car elle a écrit ses souvenirs dans un livre intitulé « Histoire d'un autre temps » et donné une interview passionnante où elle parle de ses parents, de son enfance et de sa jeunesse pendant la guerre. En novembre 1945, elle épouse son fiancé Bernard d'Alsace, le fils d'un médecin réputé, Jean d'Alsace, qui avait fondé une clinique clandestine pour soigner les FFI blessés pendant la guerre. Ce dernier, qui fut un résistant célèbre, est également connu pour avoir commandité à Pierre Charot un chef-d'œuvre architectural que vous connaissez peut-être, la Maison de Verre, construite entre 1928 et 1931 au 31 rue Saint-Guillaume à Paris. Cette maison, édifiée tout en pavé de verre translucide, abritait le cabinet médical de Jean d'Alsace qui y résidera jusqu'à sa mort. Alors, quel contraste entre cette épure moderniste et le classicisme du tableau de Vuillard, pourtant contemporain de la Maison de Verre. Donc, le portrait de la famille Bloch, parmi d'autres portraits de Vuillard, restitue le mode de vie d'une élite juive parisienne de l'entre-deux-guerres. Le décor de la pièce, les costumes des personnages, la mise en scène du groupe témoignent de la réussite de la famille parfaitement intégrée aux codes sociaux et culturels de la grande bourgeoisie française de l'époque. Donc les Bloch vivaient, on a évoqué cet appartement de la rue Bosquet, donc ils vivaient dans un environnement raffiné. Voici la façade de l'immeuble de la rue Bosquet, de l'avenue Bosquet. Et donc les Bloch vivaient dans un environnement très raffiné, au milieu des collections d'art anciens réunies par leur père de famille. Ils avaient un train de vie important, avec des domestiques à domicile, un maître d'hôtel qui servait à table avec des gants blancs, assisté par une femme de chambre. Il y avait une nourrice, une gouvernante, des bonnes. Donc ce train de vie luxueux servait de cadre à l'éducation raffinée mais stricte donnée aux enfants. Les Bloch, comme l'évoque Claude, étaient intraitables sur la tenue, la politesse, la ponctualité. Ils veillaient surtout à l'épanouissement et au développement des sociabilités de leurs enfants. Là, j'ai cité Claude qui nous explique voilà, ce qu'était son quotidien avant la guerre, qui était un quotidien très heureux, écrit-elle, très facile. Nous faisions nos études, nous faisions du sport, nous avions des petites amies, nous avions des vacances. Et elle poursuit, nous avons eu une enfance très dorée, avec des parents délicieux, tout à fait exceptionnels d'intelligence, et une famille très aisée d'intellectuels. Et mon enfance a été très heureuse, très facile, comme c'était à l'époque dans les familles aisées françaises, avec plusieurs domestiques, un très bel appartement, de belles vacances, et puis avec mes frères et sœurs, et tout ce qu'on pouvait avoir comme facilité pour faire des études et se développer normalement. Donc les enfants étaient suivis et soignés depuis leur naissance par le professeur Robert Debré, qui était un pédiatre très célèbre. Les Bloch avaient choisi de ne pas envoyer leurs enfants à l'école, mais de les éduquer à la maison jusqu'à l'entrée du collège. Un instituteur, M. Anselme, que Gisèle Bloch avait soigné lorsqu'elle était infirmière pendant la guerre de 14, venait une fois par semaine et c'était notre nounou, évoque Claude, qui donnait les leçons le reste des jours et nous avons tous su lire à 4 ans et demi. Claude se souvenait que sa nourrice lui racontait les contes de Perrault qui l'ont beaucoup marqué. Le portrait de Vuillard représente précisément ce moment d'intimité où la mère et la nourrice font la lecture aux enfants. Il les met en scène comme dans un instantané photographique, mais l'effet de spontanéité est cependant un peu raté en raison de l'attitude raide des personnages qui semblent figés dans leur pose. Donc la scène se situe dans le salon de l'appartement de la famille, 12 bis avenue Bosquet, où les Bloch ont habité jusqu'à la naissance d'Agnès. Agnès est leur 4e et dernier enfant, qui naît donc en juillet 1928. À cette époque,
la famille, pardon, non, c'est ça, la famille déménage tout de suite après cette naissance. Donc la famille va déménager dans un grand appartement en triplex situé dans un immeuble que Jean Bloch avait construit en 1928 au 73 quai d'Orsay, face à la Seine. Les 2 premiers étages de l'appartement étaient destinés à la famille, le dernier dédié aux collections, car cet étage possédait une grande hauteur de plafond qui permettait de recevoir des boiseries du XVIIe siècle. Mais revenons à l'appartement où la famille a posé dans le salon qui donnait sur l'avenue Bosquet, où la pièce était meublée dans le style XVIIe, XVIIIe siècle, avec un tapis d'Orient, un tableau de maître qui joue un rôle important en raison de la place centrale dans le décor. Alors, à gauche, donc, grâce à Mathias Chivot qui s'occupe des archives Vuillard, voilà, j'ai pu avoir accès à cette photographie qui montre l'intérieur de ce salon. Et probablement cette photographie donc, appartenait à Vuillard et l'artiste s'est appuyé dessus pour composer son décor. Et pour nous ici, c'est un document vraiment intéressant par rapport à l'histoire de ce tableau. Et aussi à la présence de ce portrait, qui est un portrait situé dans une partie très centrale au mur, au centre du mur, accroché au-dessus d'une banquette fleurie, et qui est le portrait représentant le pape Clément XI par Pietro Nelli, un peintre italien de l'école florentine actif au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est-à-dire à la fin de la période baroque. Et ce portrait est flanqué symétriquement par 2 appliques en forme de bougeoir, et se détache. Donc il est, dans le portrait de Vuillard, il est accroché sur un fond de soie écarlate. Et le panneau est encadré, donc cette soie écarlate contraste avec le bois peint en vert olive des portes qui encadrent ce panneau et qui sont également soulignées par des liserés dorés. Donc la présence de ce pape dans le salon d'une famille juive a valeur de symbole, ce qui signifie un intérêt supérieur pour les œuvres d'art au-delà des différences religieuses. Alors, je vais maintenant évoquer l'élaboration complexe du tableau, dont l'histoire débute, comme nous l'avons vu, le 20 janvier 1927, lorsque Jean Bloch explique à Vuillard ce qu'il attend du portrait de sa famille. Quelques jours plus tard, le peintre rencontre Gilberte et les enfants et note le soir même dans son journal « Effet jaune-vert, projet possible ». Donc le journal de Vuillard, c'est une série de phrases extrêmement courtes, sibyllines, mais qui indiquent quand même, comme ici, que le peintre s'est intéressé non seulement à ses modèles, mais aussi à l'effet général de sa composition, à l'harmonie globale des couleurs. Le 5 janvier 1927, il commence ses premières séances de pose et il fait poser les personnages un à un, pas tous ensemble. Comme ici, vous voyez Gilberte Bloch, dont le portrait est réalisé au pastel. Pendant les semaines suivantes, Vuillard exécute de nombreux dessins et esquisses en vue de la conception d'une maquette du tableau qui est réalisée dans son atelier à partir de ses études. La composition, qui est malheureusement connue uniquement par cette reproduction en noir et blanc, mais vous voyez, c'est une composition qui est vraiment très très esquissée. Elle est peinte à la colle sur papier et tout est imprécis, les personnages, le décor. Mais c'est à partir de là que Vuillard va réaliser donc le tableau qui se trouve maintenant au Mage en transposant la scène sur une toile de grande dimension. La peinture largement brossée témoigne de son intérêt pour un art suggestif. Vuillard ne s'attache pas à décrire précisément chaque motif, mais il traduit une impression visuelle globale de la scène en s'appuyant sur des harmonies de couleurs, le rouge, le vert, le jaune orangé. Le personnage le plus présent est ici Gilberte, qui relève la tête de son livre et fixe le peintre. Elle est légèrement penchée en avant, l'air un peu gênée, presque intimidée. Cette version conserve une certaine spontanéité gestuelle qui disparaîtra dans les versions finales du tableau. La facture esquissée donne l'impression d'un instantané photographique un peu flou, où la mère des enfants vient de relever la tête. On sent néanmoins ici que Vuillard n'est pas encore tout à fait en phase avec ses modèles et réciproquement. Il peine également à réaliser le décor
en s'y reprenant à plusieurs reprises pour trouver une harmonie juste, comme il l'écrit dans son journal. Le canapé est recouvert d'un tissu fleuri et le tapis d'Orient lui donne bien du fil à retordre. Vuillard les travaille à l'aide de petites touches de couleur posées côte à côte qui permettent de ne pas figer le motif. La dominante jaune dorée du canapé est ponctuée de rouge et de vert qui assurent une transition avec les autres éléments colorés du décor. De nombreuses discussions ont lieu entre Vuillard et Jean Bloch au sujet du tableau jusqu'en septembre 1927. À cette date, le format final du portrait est arrêté. Le 18 septembre, Vuillard monte un grand châssis destiné à recevoir la toile qu'il commande à son fournisseur habituel. Le 5 janvier 1928, donc c'est la date de cette commande. Puis il continue parallèlement à travailler sur l'esquisse de son tableau, donc la version du mage, pendant tout le mois de janvier, retouchant le rouge du fond et le vert des portes, le cadre du pape et le ton de la robe blanche. Le 8 février 1928, après avoir acheté des couleurs, Vuillard se lance dans la composition finale de son tableau, qu'il bâtit à grands traits sur la toile. Donc la composition finale figure ici à droite de la diapositive, de la projection. Donc Vuillard fait à nouveau poser les enfants individuellement, car depuis les premiers dessins au pastel exécutés en juillet 1927 et le mois de février 1928, ceux-ci ont grandi. Profitant de nouvelles séances de pose, il reprend la position de Claude, donc la petite fille qui est maintenant à gauche, et elle regarde fixement dans la direction du peintre, alors qu'avant, vous vous souvenez, d'ailleurs on peut voir à gauche, elle était plutôt en train de regarder le livre tenu qu'elle tenait ou que tenait la nourrice, que tient la nourrice. Des trois enfants, donc c'est Claude, c'est avec elle que Vuillard s'entend le mieux. La pose de Thierry est également modifiée. Celui-ci s'appuie maintenant sur un album posé sur une table. Gisèle est placée de profil, elle ne regarde plus l'album tenu par sa mère. À cette époque, Gilberte Bloch est enceinte de son 4e enfant. En mars 1928, Vuillard retravaille la nourrice, dont la présence au premier plan reste toujours discrète. Il alterne les séances de travail sur place, d'après ses modèles, avec d'autres dans son atelier, d'après ses esquisses et des photographies. Donc il s'agit ici de la première version finale du tableau, qui est achevée en juillet 1928. Vuillard retravaille encore les fleurs du tissu couvrant le canapé, qui deviennent plus précises. Il exécute un dessin au pastel du tapis, dont l'effet décoratif lui plaît beaucoup. Le 23 juillet 1928, il note dans son journal « Dernière séance Bloch, carrelure, ombre chaude, marbre, ton chaud du bas ». 4 jours plus tôt, Gilbert Bloch avait donné naissance à Agnès. Le 18 novembre 1928, Jean Bloch se rend dans l'atelier de Vuillard pour voir le tableau achevé. Il semble assez content du résultat tout en émettant des observations timides. Donc là, j'ai noté ce qu'avait écrit Vuillard dans son journal. Quelques jours plus tard, c'est au tour de son épouse de se rendre à l'atelier de Vuillard, mais nous ne connaissons pas ses impressions devant la toile qui avait été commencée 18 mois plus tôt. Nous apprenons cependant, le 5 février 1929, que Vuillard reprend son portrait. Il fait des retouches sur le pape et reconnaît certains défauts à sa peinture, notamment dans son journal le 23 février 1929, après une nouvelle visite chez les Bloch. Effet rideau tiré devant le soleil, rapport plus fin, plus proche que je ne les ai peints, plus transparent. Le lendemain, il tente une nouvelle toile blanche sur un châssis pour recommencer son tableau. Dans un format un tout petit peu moins haut et un peu plus carré. Donc il s'agit de la version finale 2 que vous avez ici à droite. La composition est esquissée au crayon à partir du 7 décembre 1929. Alors, la reprise du tableau a-t-elle été motivée par une demande particulière des Bloch d'inclure leur 4e enfant dans le groupe familial ? Probablement. Mais ou est-ce que, trop mécontents de l'autre version, ils ont profité de la naissance entre-temps d'Agnès pour redemander à Vuillard de recommencer son tableau. Donc Agnès, qui ne figure pas dans la première version finale du tableau, était née à Paris le 19 juillet 1928.
Elle mourra en juin 2006 à l'âge de 77 ans. Vuillard la dessine pour la première fois le 12 décembre 1929, alors qu'elle est âgée de 17 mois. Pour cette version finale, Vuillard travaille dans son atelier d'après des photos et des esquisses, donc c'est toujours la même méthode de travail, et se rend également sur place pour rafraîchir ses impressions. Notons dans son journal, une de ses notes en décembre 1929, frappé un moment en entrant, simplicité, accords rouge et gris et jaune, la toute petite rentre. Donc ça, c'est un élément important puisqu'il a placé Agnès dans la composition. Un peu coincé d'ailleurs entre le fauteuil et le bord du tableau, du cadre. Dans cette version, Vuillard modifie légèrement la pose de Claude. En revanche, le cadrage du groupe reste quasiment identique que celui des versions précédentes, mais les jambes de Madame Bloch sont devenues plus visibles que dans les versions précédentes. La transparence de sa robe est accentuée, dévoilant assez haut les jambes. Vuillard semble maintenant sous le charme de la jeune femme. La pose pourtant n'a pas changé, mais quelque chose de plus avenant apparaît sur son visage. Vuillard note dans son journal, le 12 novembre 1930, Madame Bloch, assez jolie. Dans la version finale 2, Vuillard a modifié la couleur du corsage de la nourrice. Donc au premier plan, vous voyez que ce corsage est presque soyeux, en tout cas il a une couleur jaune lumineuse, et cette tache de couleur est importante et nécessaire même pour éclairer le premier plan de la composition. Elle donne également une présence un petit peu plus forte donc à ce personnage important de la famille. Alors la méthode de Vuillard est intéressante à analyser car il s'agit d'un travail laborieux, d'incrustation des personnages dans le décor. En 4 ans, les protagonistes du portrait, les enfants surtout, ont beaucoup changé. Seul le décor demeure inchangé. On pourrait imaginer que cette ultime version du tableau a demandé à Vuillard moins de travail et de mise au point que les précédentes, mais il n'en est rien. Celui-ci éprouve encore de nombreuses difficultés à peindre sa composition, multipliant les séances de travail aux résultats plus ou moins heureux au cours des mois de février et mars 1930. Ses relations avec les Bloch sont toujours fréquentes et amicales. Personne ne semble se lasser de cette histoire interminable. Au fur et à mesure des versions, Vuillard s'engage dans la voie d'un réalisme quasi photographique, s'attachant à la ressemblance des portraits. Il travaille aussi les effets de brillant, de transparent et de mat des matières du décor, reprenant l'harmonie globale des tons froids et des tons chauds, avec des rapprochements de couleurs à la Delacroix, un modèle qu'il a en tête lorsqu'il peint le tapis en particulier. Le 12 février 1930, il note comme toujours de manière elliptique, éteint certains rouges, travaille le rouge du fond, jeu avec des tons bruns, tons chauds du bois du fauteuil, harmonie s'approche, assez content. La réalisation de cette toile ressemble à un travail de Sisyphe, au cours duquel Vuillard oscille entre insatisfaction, énervement et lassitude. Après plus d'1 an de travail, la toile est pratiquement achevée au printemps 1930. Le 29 mai, Vuillard demande conseil au collectionneur Arthur Fontaine pour estimer le prix de son tableau. Le 2 juin, il reçoit la visite des Bloch dans son atelier et note le soir dans son journal Madame Bloch qui semble assez satisfaite, en contradiction avec son mari. Le 9 juillet, le tableau est transporté dans le bureau de Jean Bloch, avenue Montaigne. La réception de la toile semble s'être bien passée. Jean Bloch envoie un chèque à Vuillard quelques jours plus tard, le 21 juillet 1930. Le peintre réalise alors quelques petites retouches sur place, puis il signe son tableau le 24 juillet 1930. Mais on apprend un peu plus tard, le 21 novembre 1930, que Jean Bloch est mécontent du portrait de sa femme. Le tableau reste néanmoins accroché dans son bureau jusqu'en 1941, donc c'est tout. Date à laquelle Jean Bloch est arrêté par la Gestapo. La pièce où il avait stocké des tableaux d'artistes contemporains, célèbres, est bientôt réquisitionnée par les officiers nazis. Après l'arrestation de son mari, Gilbert Bloch vient courageusement réclamer son portrait avec ses enfants. Elle récupère également les autres tableaux dont les occupants allemands ne font pas grand cas. Quant au reste des œuvres d'art conservées dans l'appartement du Quai d'Orsay, et contrairement à la majorité des collectionneurs juifs qui ont été spoliés de leurs biens par les occupants nazis,
Gilbert Bloch réussit à les mettre à l'abri grâce à des voisins. Claude a raconté les circonstances de ce sauvetage. Il y avait dans l'immeuble de mon père une famille de décorateurs qui avait un très très grand appartement qui leur servait un peu de vitrine. Et avant que moi je ne quitte Paris, les fils Carléon, il y avait 3 garçons, ont dit « Vous allez monter tous les objets de la collection de votre père chez nous et nous déménagerons avec des camions de notre société et nous les garderons jusqu'après la guerre. » Les Bloch ont ainsi pu récupérer leurs biens après la guerre, mais celle-ci avait définitivement détruit le bonheur de la famille dont témoigne le tableau de Vuillard. Examinons maintenant ce portrait comme un témoignage exceptionnel sur le franco-judaïsme. La toile est emblématique du mode de vie d'une certaine élite juive parisienne dans l'entre-deux-guerres, un moment central de l'histoire des Juifs de France que l'on pourrait qualifier d'apogée du franco-judaïsme. La famille Bloch est emblématique d'un modèle d'intégration républicaine des Juifs de France, en particulier de la grande bourgeoisie éclairée, ouverte à l'universel et au patriotisme sans faille. Jean Bloch a été décoré... une autre photo de la famille, pardon. Jean Bloch a été décoré de la Croix de guerre après avoir combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il reçoit également la Légion d'honneur à titre militaire. Nous pouvons maintenant nous interroger sur le rapport de la famille Bloch avec le judaïsme. La question a été posée à Claude Bloch d'Alsace par Édith Sorel en 1996. Et celle-ci lui a répondu ainsi. Nous n'avions aucun rapport avec le judaïsme parce que mes parents, mon père, avaient énormément souffert de l'affaire Dreyfus. Il était au lycée Condorcet et lui et ses camarades, il avait 3 camarades juifs dans sa classe, ils rentraient de classe les vêtements totalement déchirés car ils étaient littéralement lynchés par des enfants d'extrême droite. Il en avait gardé un souvenir épouvantable. Mais mes parents étaient athées et ils nous ont élevés totalement sans religion. Et je dois dire que j'ai eu un choc en jouant au Champ de Mars quand j'avais à peu près 7 ans, c'est-à-dire à l'époque de la réalisation de la version finale du tableau de Vuillard. Une petite fille a dit « Je ne peux pas jouer avec toi parce que tu es juive. » Et je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai demandé à ma nounou, et c'est la nurse anglaise d'une autre petite amie qui m'a expliqué très intelligemment ce que c'était, et qui m'a dit « Toutes ces petites filles sont des imbéciles parce que tu n'as qu'à leur répondre que Jésus était juif. » Cette prise de conscience d'une identité inconnue dans un contexte d'ostracisme montre à quel point le judaïsme n'était pas un sujet abordé chez les Bloch qui ne donnent aucune transmission identitaire à leurs enfants. Étranger au contenu religieux du judaïsme et probablement même en voie de déjudaïsation, Jean Bloch a pu trouver néanmoins un point d'ancrage à sa judéité au moment de l'affaire Dreyfus, mais sans suite. La famille qu'il fonde est surtout attachée aux valeurs de laïcité républicaine. Aucun signe identitaire juif n'apparaît dans le tableau de Vuillard. Bien au contraire, la présence du pape dans le décor témoigne d'une ouverture culturelle au-delà des clivages religieux. Nous en avons déjà parlé. Comme beaucoup de juifs assimilés ou intégrés, les Bloch croient au triomphe des valeurs universelles de liberté et d'égalité de tous les hommes, indépendamment de leurs origines et de leurs croyances religieuses. Ils sont également attachés au droit égal de chacun de participer à la vie collective. Les Bloch, comme tant d'autres familles juives contemporaines, sont les représentants d'un esprit moderne. Claude confirme cette position. Personne dans la famille ne pratiquait la religion d'Israël. Mes parents, marqués par l'affaire Dreyfus, avaient envisagé de faire baptiser leurs enfants afin d'éviter que le poids du judaïsme ne pèse sur eux. Ils étaient excédés d'être catalogués comme juifs alors qu'ils étaient français et non-croyants. Finalement, ils ne mirent pas leur projet à exécution, pensant sans doute que ce geste serait une façon de rejeter leurs origines, ce qui ne correspondait pas non plus à leur éthique. Une dizaine d'années après l'achèvement de la version finale du tableau de Vuillard, l'occupation allemande et les lois antisémites de Vichy précipitent brutalement des milliers de familles juives dans la crainte, puis la réalité de l'arrestation et de la déportation. L'intégration fusionnelle des Juifs de la France est définitivement fissurée. Après avoir mené une vie très protégée, la famille Bloch plonge dans la tragédie.
De retour à Paris après la débâcle, comme presque tous les juifs de leur milieu, présents en France depuis des siècles, hauts fonctionnaires, grands avocats, médecins réputés, les blocs n'arrivent pas à comprendre ce qu'il peut leur arriver, ni à anticiper les décisions du gouvernement de Vichy. Les mesures anti-juives sont venues d'une façon très insidieuse, rappelle Claude, ce qui fait qu'on se disait « Oh bon, on va se déplacer au commissariat de police, ce n'est pas encore la mort, c'est acceptable ». Et puis, peu à peu, les choses sont devenues comme ça, de plus en plus difficiles. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens, beaucoup de juifs d'origine française ont été arrêtés. Beaucoup ont eu peur et sont partis, mais quand même, beaucoup sont restés dans la France occupée. Madame Bloch avait pourtant été avertie, juste avant la guerre, de l'existence de camps de concentration par un médecin allemand de ses connaissances qui était réfugié en France. Malgré ces alertes, nous pensions que, étant français, ça ne pouvait pas arriver. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes restés. Le franco-judaïsme, qui voulait concilier les valeurs de la République avec les valeurs du judaïsme, a laissé les Juifs de France désarmés devant la violence de l'État. Durant la période de l'occupation, le régime de Vichy édicte plusieurs lois sur le statut des Juifs, faisant de ces derniers une catégorie à part de la population française. Le premier statut des Juifs, du 3 octobre 1940, interdit aux Juifs français d'exercer un certain nombre de professions, fonctionnaires, enseignants, journalistes, dirigeants de certaines entreprises, etc., tandis que la loi du 4 octobre 1940 sur les ressortissants étrangers de race juive prévoit d'enfermer les étrangers juifs dans des camps d'internement au sud du pays. La loi du 2 juin 1941 institue un deuxième statut vichiste des Juifs avec un allongement de la liste des interdictions professionnelles, un numerus clausus de 2% pour les professions libérales et de 3% pour enseigner à l'université. Le décret passé en juillet 1941 exclut aussi les Juifs des professions commerciales ou industrielles. Ce statut autorise les préfets à pratiquer l'internement administratif des Juifs de nationalité française. Le décret oblige le port de l'étoile jaune et le destin des Juifs ne tient plus qu'au fil du hasard ou de la chance pour éviter les rafles. Mon père aurait dû, comme beaucoup de ses amis, prendre peur au premier statut édicté par Pétain après la défaite et précédant ceux de l'armée d'occupation. Nous étions des pestiférés. En se présentant en famille au commissariat de police du quartier, mon père désirait rester dans la légalité. Le 12 décembre 1941, Jean Bloch est arrêté à son domicile par la Gestapo lors de la rafle dite des notables, qui suivait l'exécution de quelques soldats allemands dans le métro. Sa fille a fait le récit poignant de son arrestation à l'aube. Vers 5 heures du matin, de violents coups assénés sur la porte nous réveillèrent en sursaut. L'appartement comportait 2 étages, nos chambres étaient situées à l'étage supérieur, et malgré l'éloignement de la porte d'entrée, un bruit assourdissant parvint jusqu'à nous. Levés à la hâte, dissimulés en haut de l'escalier, Gisèle et moi aperçûmes 3 soldats allemands de la Feldgendarmerie qui portaient de grandes plaques de métal retenues autour du cou par une chaîne. Il y avait déjà eu quelques rafles d'apatrides, mais nous retranchions encore derrière notre généalogie française remontant à la Révolution. Nous étions comme pétrifiés. Nous ne comprenions pas les raisons d'une telle intrusion, ni pourquoi ils avaient décidé d'arrêter mon père. Les quelques rafles qui avaient eu lieu jusque-là concernaient les Juifs réfugiés d'Allemagne et d'Europe centrale arrivés récemment, certains naturalisés, d'autres pas encore. Après son arrestation, Jean Bloch est détenu à l'école militaire avec 742 hommes, puis envoyé au camp de Compiègne-Royal-Lieu sous administration allemande, avant d'être transféré à Drancy, puis au camp de Pithiviers et à Beaune-la-Rolande, puis à nouveau à Drancy, où il est déporté le 23 septembre 1942 par le convoi 36. Dans le même convoi se trouvaient entre autres René Blum, frère de Léon Blum, ami de Marcel Proust et fondateur des ballets russes de Monte-Carlo. Donc vous voyez ici l'affiche reconstituée, donc conservée au mémorial de Yad Vashem de la déportation de Jean Bloch. Jean Bloch est assassiné à Auschwitz à son arrivée, le 29 septembre 1942. Il avait 58 ans.
Depuis décembre 1941, Gilbert Bloch est seul à Paris avec 3 de ses 4 enfants. Thierry a été envoyé à Clermont-Ferrand, puis à Grenoble pour suivre ses études. Devant le danger des rafles, elle décide en mai 1942 d'envoyer en zone libre Gisèle et Claude, munis de faux papiers. Les 2 jeunes filles gagnent Aix-en-Provence, où se trouve leur grand-mère paternelle. C'est là que Claude apprend la déportation de son père en Allemagne. Après avoir mis à l'abri ses 4 enfants en zone libre sous des fausses identités, Gisèle Bloch reste seule à Paris en compagnie de la nourrice, puis celle-ci rejoint les enfants dans une pension de famille à Grenoble. De retour à Paris après la guerre, la famille retrouve l'appartement du Quai d'Orsay, miraculeusement préservé, et remet en place les meubles et les collections mises en sécurité à la campagne par leurs voisins. Quel contraste entre la tragédie de l'histoire et l'atmosphère raffinée du tableau de Vuillard où la famille semble à l'abri de tout malheur. Vous pouvez aujourd'hui donc admirer cette toile dans les salles du parcours permanent du Mage. Vous la regarderez en pensant à Vuillard, au bonheur de la famille Bloch à l'époque de l'apogée du franco-judaïsme, juste avant la grande désillusion de 1940, à la haine antisémite et à la Shoah. Voilà, je vous remercie.